Bonjour, ici Stevie Ray, bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenet, comme vous le savez, situé au 1400 rue Yves-Blais. C'est l'émission qui va dans toutes les directions chaque semaine et nous sommes disponibles sur Facebook, sur Kimarina Flashback. Une émission tout en art et couleur. Aujourd'hui, notre deuxième invité est une artiste peintre de renom et fort occupée, ce qui veut tout dire. Une carrière qui s'étale sur 25 ans d'inspiration qui l'ont mené à produire et vendre nombre de toiles un peu partout dans le monde. Le chemin vers le succès peut parfois être laborieux pour un artiste peintre et le style de vie particulier. Pour dévoiler et partager les dessous et les responsabilités de son métier, nous recevrons un artiste comblé, soit Nico Mathieu. Tout d'abord, notre première invitée maintenant, elle pratique un métier qui comporte parfois des aspects qui pour certains sont insoupçonnés. Elle est à la fois coiffeuse, coloriste et barbière. Nous allons aborder les détails de ses fonctions au quotidien qui peuvent représenter un défi selon les demandes. Elle pourra également nous expliquer ce que c'est pour une femme de travailler auprès des hommes et de leur faire la barbe. Donc avec nous, une spécialiste des couleurs, des cheveux et des poils. Christine Turcot. Bonjour Christine. Bonjour Stevie. Ça va bien? Ça va bien, vous? Ça va très bien. Tu peux me tutoyer, pour me faire paraître trop vieux, même si je le suis. C'est particulier ce que tu fais. Moi, ça m'intrigue beaucoup. Je veux dire, tu travailles non seulement auprès des hommes, mais tu leur fais la barbe, comme je l'ai dit tantôt. Pourquoi on devient spécialiste, justement, qui gagne sa vie, à faire la barbe au monde? Comment c'est arrivé tout ça et pourquoi tout ça? Ben, en fait, la coiffure me passionne depuis mon jeune âge. Puis, un beau jour, j'ai dit là, c'est le temps, je m'en vais faire mon cours de coiffure. Puis, par la suite, je me suis inscrite dans une formation privée pour le barbering. Une spécialité? Oui, okay. Une spécialité. Donc, l'apprentissage avec la lame droite, étonnamment, ça ne s'utilise pas comme n'importe quoi, comme un rasoir jetable. Donc, faut pas que tu coupes les gens non plus? Non, non, pas du tout. Donc, c'est-tu arrivé, ça? Non. Ben, des petites coupures, micro-blessures, mais souvent, ça va être soit la peau qui est déshydratée, puis qu'on a incarné des petits boutons. Mais des coupures franches, puis des coupures à la viande, ça, c'est... non, ça se rend pas jusqu'à là. Mettre fin au jour de ton client, tu lui coupes la carotide, il ne faudrait pas, disons que ça ne serait pas une bonne chose. Je vais te poser une question un peu particulière. La différence entre travailler auprès des hommes et des femmes, c'est quoi? Parce que le préjugé, bon, les femmes, est-ce qu'elles sont plus commères et puis tout ça, parce que c'est une job un peu de psychologue par moment. Mais c'est quoi la grosse différence entre les hommes et les femmes qui s'assoient sur ta chaise? Pour moi, il n'y a aucune différence. Une cliente ou un client, c'est une personne comme une autre. Donc, pour moi, je vais la faciliter autant côté homme que côté femme. Okay. Des discussions, parfois, sont drôles, parfois, sont tristes. Ça vient vraiment me chercher quand c'est triste. Ben oui. Parce qu'en quelque part, c'est un peu comme le barman. Je veux dire, tu deviens le psychologue. Tu as des confidences, puis tout ça. Puis comme tu me le disais si bien aussi en pré-entrevue, toi, tu es là pour mettre la personne à l'aise. Oui, effectivement. Puis je pense que j'ai la facilité de rendre ma clientèle à l'aise sur ma chaise. Aussitôt qu'ils rentrent, je les accueille. Un bon accueil. Bien, je l'ai remarqué aussi, je veux dire, tu es d'un commerce agréable, c'est facile de discuter avec toi et c'est ce qui explique ta présence à l'émission. Ça prend du doigté, de la psychologie par moment. Tu fais quoi avec quelqu'un qui arrive et s'assoit sur ta chaise avant qu'on commence à parler de poils et tout ça, puis qu'en bon québécois, te garoche tous ces problèmes? Je veux dire, il doit y avoir des moments où c'est pas nécessairement facile pour toi, parce que toi aussi, tu vis tes choses comme tout le monde. C'est pas toujours facile d'être réceptif. Non, parce que je me concentre aussi sur le travail que j'ai à faire. La consultation est très importante aussi. C'est exemple, ma cliente avait un changement capillaire au niveau de la couleur, de la coupe. Il faut que je sois très attentive, mais en même temps, elle me raconte soit ses problèmes ou ses joies. Ouais. Donc, des fois, par moment, j'ai pas le choix de dire OK, on va passer. Ça demande du doigté, comme je le disais tantôt. Est-ce que tu remarques une différence dans ton métier avec, disons, il y a 10 ou 15 ans? C'est sûr, les tendances ne sont pas les mêmes, on va en parler plus loin, mais peut-être dans la technique ou l'approche de la barbe ou du cheveu. Y a-t-il une différence avec il y a 10-15 ans qui est notable? Oui, moi je trouve que le côté barbier, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus aussi, des barbières, des barbiers. Il y a beaucoup de femmes qui sont devenues barbières, étonnamment. Avant, c'était vu que c'était des hommes, c'était un salon pour hommes seulement. Là, maintenant, c'est familial. En tout cas, je parle pour moi. Il y a des salons de barbiers, barbières que c'est seulement une clientèle homme, mais
Honnêtement, généralement, c'est... Ça suit le courant de Ensemble. société, qu'il y a de plus en plus une égalité au niveau des métiers. Oui. Dans ton cas, tu n'es pas propriétaire. Je pense que c'est une expression propre au métier. On dit à la chaise ou à la commission. À la commission. Ça veut dire? En fait, j'ai un salaire de base et si j'atteins mes services Oui. plus haut que mon salaire, ben là, je suis payée à la commission. Mais je suis semi-autonome en fait, là, mais Ok. j'ai rien à m'occuper côté gestion, Plus facile la comme paperasse, ça. tout ça, les commandes. C'est quoi les prérequis pour devenir coiffeuse ou barbière? Parce qu'il y a certaines formations, comme tu le disais, mais à la base, là, le strict minimum, c'est quoi que ça prend? Parce que ça prend du talent, oui, mais au niveau pédagogique, puis tout ça, ça prend quel cours? Premièrement, il faut aimer Le ce public. domaine-là et le public, bien sûr. Moi, honnêtement, j'étais très réservée avant, puis avec les années, j'ai découvert que j'adore le service à la clientèle. Pour vrai, je m'étonne moi-même que je suis extrêmement sociable. Et Je pense patiente. que ma clientèle va pouvoir le confirmer. Oui, très patiente, puis être à l'écoute, ça c'est important. Et pour ce qui est du cours de coiffure, ben, c'est un DEP, tout dépendamment où est-ce que la personne va aller le suivre. Il y en a Ouais. que c'est 10 mois, d'autres c'est 1 an et demi, d'autres c'est 6 mois. 6 mois, ça va être dans le privé. Moi, je l'ai fait en DEP de 10 mois. On a parlé, toi et moi, aussi de l'entretien des couleurs flash. Oui. Ça, c'est pas facile. Et c'est peut-être difficile pour le cheveu. Ben, Où les produits se sont améliorés, évidemment. oui, effectivement. C'est sûr que quelqu'un qui part d'un cheveu noir coloré va être plus difficile à décolorer qu'un cheveu naturel sain. Des fois, ça va être plus qu'un rendez-vous, donc plusieurs étapes. Et entretenir le cheveu à la maison aussi, qui est important, avec des traitements capillaires exprès pour son Pour type de cheveux. maintenir un cheveu en bonne santé. Oui. Est-ce que le blond est encore à la mode? Oh oui. C'est encore tendance, oui. Et le Oui. bleach? Ben, le décolorant, oui, on n'a pas bien dit bleach. Oui, ben c'est. Mais, Le bleach décolorant. vient des années 30. Ouais. Ce qu'on appelait le Suicide Blonde. Les vedettes d'Hollywood, c'était vraiment la grosse mode là, dans les années 30. Il y a même une chanson du groupe In Excess, Suicide Blonde, qui fait référence à tout ça, mais c'est encore à la mode, ça? Oui, Ouais, on va ou ça revenir. revient? Oui, ben en fait, ça a toujours été très tendance. Des blonds froids, qui est le cendré, des blonds chauds, ça recommence, les blonds chauds, le blond froid. Il y en a encore beaucoup, mais la chaleur revient. C'est comme avec le printemps. Comme tu me le disais aussi, ton travail, c'est de mettre les gens en confiance. Que ce soit qu'ils ont l'air timides ou qu'ils ont peut-être pas vraiment confiance, c'est la première fois qu'ils s'assoient avec toi. C'est quoi ton approche là-dessus? Ben en fait, c'est mon service à la clientèle. Ça vient naturel Ça dans vient ton cas. naturellement, vraiment. Ouais, c'est Oui, ça. je suis capable de... On peut dire que tu l'as ou tu l'as pas dans C'est ce ça, domaine-là? je l'ai. C'est ça, ben, j'aime ta confiance. Point de vue anecdote, celle-là est vraiment drôle. Tu m'as raconté une anecdote qui concerne les poils du nez. J'aimerais que tu me la racontes encore pour le bénéfice des gens, parce que c'était vraiment... c'est triste et c'est drôle, ça a dû faire mal, mais qu'est-ce qui est arrivé? En fait, ben, quelques temps après mon cours de barbière, j'ai décidé de m'acheter de la cire pour les poils de nez et d'oreilles. Et j'ai tenté l'expérience sur un de mes clients très fidèle et Dans le nez. dans le nez, oui. J'enlève les poils du nez et voilà, il a dit oui, je l'ai juste mis un petit peu parce que c'était ma première fois. Et quand j'ai mis les Q-tips dans le nez et que j'ai tiré, on s'attendait à ce que ça fasse mal. Et j'ai tiré, les bâtons m'ont resté dans les mains, mais la ouate des Q-tips sont restés dans le nez sur la cire. J'avais pas les bons bâtons, finalement. Mais là, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Je veux dire, ça prend des journées, des semaines à s'enlever. Non, ça a bien été. J'ai laissé Des faire pinces le à client. sourcils? Ben, j'ai laissé faire le client avec ses doigts, il a enlevé tout ça. Aïe, aïe. Puis, ça a été ma dernière expérience pour les poils de nez, donc je touche plus aux poils de nez. En tout cas, j'irai pas te voir pour ça. Je vais continuer à les faire moi-même. Il y a des bidules pour ça. On va parler tendance maintenant pour les hommes, puisque ta spécialité, ça tu l'as bien spécifié, c'est surtout d'être barbière plutôt que coiffeuse, même si tu œuvres dans les deux sens. La barbe ou le pinch, est-ce que c'est de plus en plus à la mode ou en perte de vitesse? Je dirais la barbe. La Oui. barbe est très tendance. Parce que là, une quinzaine d'années, c'était le pinch. Oui.
Il y en a encore. Oui. Puis là, ben, à ce moment-là, Là, c'est la barbe. ça va trimer, Mais pas la barbe de 2 jours. Une barbe quand même assez bien constituée, c'est ça? je dirais une barbe. Les grosses barbes, il y en a beaucoup encore. Oui. Sont très bien entretenues aussi. Par contre, il y a aussi la barbe qu'on laisse pas trop longue, qu'on va venir découper Le cou selon et le visage du oui. client. Oui. Et du côté des femmes, qu'est-ce qui est tendance? Est-ce qu'on est dans les couleurs criantes? Quel genre de coupe? Est-ce que les cheveux courts, par exemple, sont à la mode? C'est quoi qu'on voit là, pour ce printemps et cet été? En fait, je dirais que pour chaque personne, les tendances sont uniques, selon la personne. OK. Par contre, le carré est encore beaucoup tendance. On a le carré prolongeant qui est un petit peu plus court en arrière, long en avant. Ouais. Et pour les couleurs, ben, comme je disais tantôt, les couleurs chaudes reviennent. OK. Donc, c'est étonnant, étant donné qu'on s'en va Couleur vers chaude, donc, un petit doré, un petit caramel. c'est bien ça. Peut-être aussi dans les tendances, ça c'est une idée personnelle, on est dans une époque où c'est chacun son style. Est-ce que tu le remarques aussi pour les cheveux? J'imagine qu'on suit moins les tendances qu'il y a 10 ou 20 ans. Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Tous les styles sont permis, on dirait. Effectivement. C'est bien dit, hein? Oui. Est-ce que tu considères ton travail comme physique? Parce que c'est sûr que les maux de dos, parfois peut-être des coupures, mal aux pieds. Dans ton cas, ça se traduit par quoi au quotidien? Est-ce que tu dis que c'est un travail qui est en fortement, un gros pourcentage d'aspect physique? Oui, c'est physique et mental aussi, parce que Oui. souvent, on va revenir avec la charge de ce que notre clientèle nous a jasé. On ferme la porte quand on sort du salon, mais c'est quand même mental. Ben oui. Physique, oui, je dirais les mal de dos, épaules, il y en a qui ça va être les jambes. Moi, pour mon cas, c'est vraiment C'est le haut du dos, le haut du dos. tu viens tendu. Oui, très. Et quand je suis stressée, ça ressort encore plus. Donc, Est-ce que tu dirais que c'est ça le plus difficile de ton métier, l'aspect physique, ou il y a d'autres choses? je dirais que c'est pas mal ça, oui. On aurait tendance à croire que quelqu'un qui travaille dans ton domaine se coupe souvent. Est-ce que c'est le cas? Oui, surtout quand les ongles juste d'être effilés. Ah oui? Oui, c'est ça. Tu t'es déjà coupé, disons, solide. assez, Ah assez oui, gravement? un bon bout de jointure là, qui est parti. Là. L'aspect psychologue du métier par moment, est-ce que ça peut prendre trop de place? Non. Non? Je suis capable de Ben, tu as vu gérer d'autres ça. coiffeuses, d'autres coiffeuses qui peut-être commençaient à avoir des difficultés avec ça. Est-ce que ça se peut, ça? Non, j'ai pas vu d'autres amis coiffeuses qui reviennent à la maison que c'est trop lourd. Là. Avant d'aller à la pause, ça c'est un préjugé. Une femme qui travaille dans un milieu d'hommes comme toi, qui côtoie des hommes et des hommes qui font attention à eux, les gens vont croire que c'est plus facile à rencontrer, mais dans ton cas, c'est clair, net et précis. Tu as un conjoint depuis longtemps, tu as une clientèle régulière. Oui. Et il n'y a pas de niaisage au travail. Non. Je veux dire, c'est très professionnel, comme tu me le disais en pré-entrevue. Et ça vient peut-être faciliter la tâche aussi, je crois. Oui, j'ai pas de gêne avec les hommes, C'est vraiment. Je travaille, je fais ce que j'aime, that's it. C'est bien. Ma chère Christine, on va prendre une petite pause. Ça ne sera pas tellement long. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenille. Nous sommes situés au 1400 rue Yves-Blais. Un endroit tout simplement imbattable quand on parle de bon repas. L'atmosphère ici est très chaleureuse. Il n'y a rien de mieux qu'un délicieux steak cuit à votre goût, mais n'oubliez pas, le menu est complet ici au Bâton Rouge. Il n'y a pas que la viande rouge, justement, au Bâton Rouge la Chenille. C'est un restaurant de choix qui vous attend au 1400 rue Yves-Blais. Et je vous donne le numéro de téléphone pour les livraisons et les réservations immédiatement dans le 450. C'est le 581 18 88. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en compagnie de Christine Turcot, une coiffeuse coloriste et barbière des fonctions intrigantes. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Vous avez compris ici qu'on parle de bébites et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est 35 ans d'expérience qui vous attendent sur place, une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination dans le 450, c'est le 582 67 06. Et je vous parle maintenant d'une école de chant qui sort de l'ordinaire, établie depuis près de 15 ans. La passion de la chanson vous habite et vous vous préparez en vue d'une audition ou simplement vous chantez sous la douche et voudriez aller plus loin et parfaire votre talent.
Peu importe votre niveau, vous désirez chanter tout en vous améliorant, l'École de chant Mélissa Demers vous offre un enseignement plaisant et compétent. Vous serez bien accompagné et guidé pour arriver à mieux chanter. Les cours seront adaptés à vos besoins pour le débutant, l'intermédiaire ou le niveau avancé. Les services offerts sont complets et multiples. Améliorer sa voix, ce n'est pas une question d'âge, c'est un choix. Et ne laissez surtout pas la timidité l'emporter. Osez et vous chanterez. Donc, Mélissa Demers, une école de chant où l'enseignement est plaisant et compétent. Dans le 514, c'est le 916-59-89. Ma chère Christine, une question bizarre, mais qui mérite d'être posée. Impossible d'être coiffeuse ou barbière pour quelqu'un qui est dédaigneux? Parce que moi, c'est la première chose que je pense, de toucher à des gens constamment. Je veux dire, tu en as reçu peut-être qui puaient, je m'excuse, mais c'est ça. Oui. Non. Mais tu sais, le gars, il arrive à travailler, peut-être sentir la sueur, ou... Plus ça, je veux dire, tu touches aux gens, il ne faut pas être dédaigneux. Non, vraiment pas, mais tu sais, avec le pain, des fois, de la poussière, quand il vient de travailler, justement, là. Oui, c'est pas toujours évident non plus. Qu'est-ce qui fait une bonne coiffeuse au final? Ça pourrait être un conseil en même temps que tu donnerais aux gens qui regardent ça puis qui se sentent peut-être attirés par ce métier. Parce qu'il faut être un peu psychologue, comme on le disait tantôt. Je ne veux pas te souffler de réponse. Tu travailles debout, donc ça peut être difficile physiquement, des longues heures parfois. Mais qu'est-ce qui fait une bonne coiffeuse, une bonne barbière, selon toi? Être attentionné, passionné, être à l'écoute de la clientèle, puis suivre aussi les formations. C'est important de se mettre toujours à jour. As-tu connu des épisodes de poux? Est-ce que c'est arrivé, ça? Oui. Ah oui? Oui, ça m'a fait le saut, mais la cliente est partie après. OK. Puis après ça, c'est le Mais tu lui dis, Oui, je lui dis, là. Parce que c'est important de... Je lui dis, tu sais, je ne crie pas dans le salon. C'est arrivé une fois? Une fois. OK. Oui. Ça doit surprendre? Oui, quand même. Puis c'est ça, après ça, c'est la panique qui prend, là. Puis on désinfecte tout. Ben oui. Est-ce que ça représente d'une certaine façon un défi de réussir selon les demandes? Comme je le disais un peu en présentation, parce que tu vas avoir des demandes parfois qui sont sûrement particulières, que ce soit au niveau des couleurs ou de la coupe, parce que tu as des gens qui sont un peu plus flyés, comme on dit en bon québécois. Est-ce que ça peut représenter un défi? Oui, ça peut, selon ce que la clientèle va vouloir. Ouais. Ça peut être un défi, mais des défis, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Qu'est-ce que tu dis? Un cas particulier que tu as déjà fait, qui sort de l'ordinaire, anecdotique, qui passe par la tête, ce serait quoi? Les cheveux verts? Non, j'ai jamais fait de verre. Ah non? Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Ah oui? Quelque chose de libre avec... Je pourrais me proposer. Ben oui, ça serait beau, avec la tête. Le bâton rouge live. Plus facile avec des clients réguliers. Ils savent qu'est-ce qu'ils veulent. S'assoient, puis comme d'habitude, le spa. Ben, c'est ça, c'est plus simple. C'est facile, on sait ce qu'ils veulent, OK, c'est ça, tout ça, mais aussi, quand c'est de la nouvelle clientèle, c'est le fun, le nouveau défi. Tantôt, je te parlais de l'aspect dédaigneux de certaines personnes qui ne pourraient pas œuvrer dans ton milieu. Même chose pour l'écoute. Quelqu'un qui ne sait pas écouter ne pourra pas travailler comme coiffeuse ou barbière. Non, parce que c'est important d'être à l'écoute de sa clientèle. C'est ça. Non, mais quand je dis à l'écoute, c'est pas nécessairement juste pour les besoins du cheveu, mais à l'écoute des problèmes et du quotidien des autres. Il y a des gens qui n'aiment pas écouter les autres. Ben, ça ne sera pas ton métier. Il y en a des coiffeuses qui vont travailler, tu sais, vont être seules, puis la cliente... J'ai déjà entendu dire qu'il y avait des salons justement pour ça que la clientèle ne parle pas du tout. Okay. J'ai entendu ça dernièrement. J'ai pas été dans l'information totale d'où est-ce que ça venait, mais j'ai entendu dire ça. J'ai resté surprise. C'est quoi l'avenir du métier que tu pratiques? Tu vois ça comment? Parce que tu as vu l'évolution, là, ça fait longtemps que tu pratiques. Tu vois ça comment dans 10 ans, 15 ans? Pour moi ou pour l'ensemble? Pour toi ou pour l'ensemble? Les deux. Parce que je pense que tu as une passion qui ne va pas s'effriter. On voit que tu aimes ce que tu fais. Mais peut-être pour l'ensemble du métier, qu'est-ce que tu vois qui s'en vient? As-tu des techniques, une approche différente, plus futuriste? Ben moi, j'aimerais peut-être ça donner de la formation éventuellement, soit dans le barbering ou coiffeur haute, parce que j'exerce aussi beaucoup de coiffeur haute. Justement, avec les balles qui s'en viennent, j'ai déjà 2 journées pleines. Oui. Puis, c'est quelque chose que j'aimerais évoluer. Puis, c'est sûr que ça va toujours évoluer, la coiffure, au niveau des produits, au niveau des coupes, des tendances, coloration, tout ça, c'est sûr que ça va évoluer.
Si tu avais un conseil à donner, comme toi, là, c'est beaucoup d'entretien, tu as les cheveux qui tirent sur le rouge, pour les gens, soit qui se colorent les cheveux, ou pour, comme moi, là, je veux dire, les gens au quotidien, c'est quoi le conseil que tu donnes pour garder un cheveu en santé? D'utiliser des bons shampoings recommandés pour le type de cheveux. Pas des shampoings à 2 $. Non, non, c'est souvent, je ne veux pas rabaisser les grandes surfaces. Mais ça vaut la peine de dépenser. Oui, oui. On va utiliser moins de produits dans la bouteille qu'un produit en grande surface. La qualité aussi des produits actifs dans le produit est différent aussi des produits en grande surface. Et comme tous les milieux de travail où il y a une équipe, l'esprit d'équipe est important. D'être au travail avec une équipe unie, ça fait toute la différence, n'est-ce pas? Oui, vraiment beaucoup. Et c'est ce que tu vis? En ce moment, c'est ce que je vis depuis dernièrement. Parce que j'avais mon propre salon avec une autre associée avant. Et j'ai décidé de ne plus être travailleur autonome à 100% pour avoir un équilibre familial et professionnel. Et ensuite de ça, j'étais avec une équipe vraiment géniale. L'entraide est là. On peut les saluer, ils vont sûrement regarder l'entrevue, c'est plaisant. Christine, pour les gens qui voudraient te rejoindre, il y a Facebook? Oui, il y a Facebook, soit mon Facebook à moi, Messenger, mais j'essaie de plus que les gens communiquent directement avec le salon de coiffeur, soit par téléphone ou par la page Facebook Messenger aussi. Mais je te remercie parce que d'être venu partager ton expertise comme ça, c'est un métier que moi je calcule quand même assez intriguant. C'est-à-dire, on reçoit toutes sortes de gens à l'émission, puis c'est ça qu'on veut. C'est un métier particulier. Je te souhaite encore beaucoup d'années à pratiquer et je suis bien certain que c'est ce qui va se passer parce qu'on voit que tu aimes beaucoup ce que tu fais. Donc, Christine Turcot, merci d'avoir été des nôtres. C'était fort plaisant. Merci beaucoup. Merci, Christine. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom. Beaucoup d'expérience vous attendent sur place dans ce très beau magasin, puisque ça existe déjà depuis un quart de siècle. Une bonne réputation, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Et pour ce qui est des conseils et des batteries, allez voir François, le propriétaire, qui est pratiquement toujours sur place, un chic type. C'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Maintenant, je vous parle d'un partenaire fort important ici de l'équipe de Bâton Rouge Live, une entreprise responsable et sérieuse, spécialisée dans le dressage et l'entraînement de votre animal favori, soit J'aime ton chien. Courtoisie et expérience font partie de la culture de l'entreprise et que ce soit pour un simple ajustement sur le comportement, pour tout ce qui concerne le dressage et l'entraînement du chien. Évidemment, comme vous le savez, son animal de compagnie, c'est un peu comme un membre de sa famille. On ne veut pas le confier à n'importe qui, donc pour consulter et confier son animal en toute confiance, dites-vous que si votre animal favori était un humain, vous iriez chez J'aime ton chien. Je vous donne immédiatement le numéro de téléphone de l'entreprise spécialisée en comportement canin dans le 514. C'est le 895-8738. Chez J'aime ton chien, votre animal sera aux petits soins. Maintenant, autour de notre deuxième invitée, le nombre de toiles qu'elle a produites au fil des ans est incalculable. Elle qui est artiste peintre déjà depuis 25 ans et professionnelle depuis 20, soit 2 décennies. Son grand talent et son inspiration sans cesse renouvelée lui ont permis de se faire connaître et de vendre aussi à l'étranger. Et pour nous parler de son métier et de son parcours artistique impressionnant, avec nous une passionnée de son métier, Nico Mathieu. Bonjour Nico. Hey, bonjour Sylvie. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir, c'est tout le plaisir est pour nous. Des artistes peintres, je dois te dire que je pense que c'est seulement la deuxième fois que j'ai la chance de pouvoir en interviewer un ou une. Donc, depuis 25 ans, au moins, tu pratiques, 20 ans depuis professionnel. Ça en fait des toiles, ça? Est-ce que tu t'es déjà attardé à essayer d'imaginer le nombre? J'ai essayé, mais c'est comme mission impossible. Mission impossible, malheureusement. Mais à chaque semaine, c'est pas le même nombre. C'est pas le même nombre à chaque semaine, non. Mais je travaille beaucoup sur demande aussi. Oui, mais c'est ta spécialité. Les gens veulent telle chose ou des reproductions. Oui, les reproductions. On pourra montrer tantôt certaines de tes œuvres et c'est vraiment magnifique. Ça sort de l'ordinaire. Ça a été quoi ton premier contact avec la peinture? Est-ce que tu as une influence familiale? Ça vient d'où tout ça? Bonne question, bonne question. Moi, dans ma famille, il y a des artistes, ils peignaient comme des grands maîtres, le côté à ma mère surtout. Oui. Et j'ai une cousine qui enseignait aux Beaux-Arts toute sa vie. Alors, je crois que c'était là, c'était vraiment dans la famille. Ma mère en a fait aussi beaucoup.
Et moi, j'étais dans les vêtements et j'ai travaillé aux États-Unis pendant 4 ans. Oui. Je vendais à Macy's, Bloomingdale's et tout ça, une ligne de jeans de Montréal. Et bientôt ta ligne de t-shirts. Oui, ça s'en vient. Là, j'en ai un fait bon, pain à ça. la main. Bon. Alors, c'est cool. Et là, je suis revenue de New York et j'étais habitée à Saint-Sauveur. Et j'ai vu un enseigne sans penser que j'allais devenir artiste peintre. Et c'était art thérapeutique. Alors ça m'a parlé et je me suis pointée. Oh, wow. Oui, j'ai commencé les cours là et j'ai jamais arrêté. Ma mère m'a acheté une mallette avec toutes les couleurs. Une mallette, oui. Et j'ai jamais arrêté depuis. Et j'ai travaillé dans la vente toute ma vie, alors ça m'a aidé pour ma carrière. Tu étais dans la vente. Et comme tu Ouais. dis souvent, si on fait des comparaisons avec les autres types d'art, la valeur des artistes peintres n'est pas toujours popularisée ou reconnue à sa juste valeur. Je sais que c'est un sujet qui vient de chercher un peu, parce que l'artiste qui chante, ben, son CD, souvent, ça va dans le tiroir, mais il reste reconnu. Tandis que l'artiste peintre, ben, on a son œuvre dans notre salon au quotidien. C'est encore plus présent parfois qu'une chanson qui joue de temps en temps à la radio. Oui. Mais je crois que toi, tu trouves qu'il n'y a pas assez d'exposure parfois, parce qu'il y a beaucoup d'artistes peintres qui ont beaucoup de talent, mais c'est difficile. Tout à fait, tout à fait. Écoute, moi, je ne sais pas si c'est un coup de chance, mais j'ai eu un agent pendant 8 ans. Alors, j'ai eu un agent, Michael Manzi, qui avait des artistes assez très populaires aujourd'hui. Et lui m'a fait connaître, parce que moi, mon rêve, c'était d'être dans une galerie à New York. Et j'ai été livré une toile un jour, tout début. J'ai livré une toile à New York et j'ai été visiter une galerie, ma première galerie à vie. Et ils m'ont accepté sur le champ. Et c'était la même galerie que Corneau. Et déjà, les gens ils confondaient à cause que je fais les lèvres et tout ça. Mais ça n'a comme pas rapport, mais les gens, pour toi, il y avait une là, similitude. La galerie Opéra, Oui, c'est ça. pour toi, là, parce que là, tes pièces ont été vues à Singapour, Paris, au Japon. Est-ce que ça représente le plus haut fait d'armes de ta carrière? Je dirais peut-être même ta plus grande satisfaction d'avoir exposé là. Ça a été un très grand bonheur. J'ai été à Opéra à Paris et à New York. Les autres galeries, je suis toujours en manque de tableaux, alors je ne me suis pas rendue à Singapour. Mais moi, je suis allée sur place à Singapour, chez Opéra, parce que mon rêve, c'était d'être là aussi. Et avec l'agent, j'étais obligée de quitter New York et après, j'ai quitté l'agent parce que j'avais besoin de rencontrer les gens. Et en quittant l'agent, je suis retournée à New York et c'est là que j'ai rencontré Corneau. Et il m'a repris à New York. Et c'est comme des franchises. Et après, ils ont changé la façon et là, je suis pas à New York en ce moment. C'est un rêve de retourner, mais je suis toujours je manque de tableaux. C'est ça que tu m'as confié, tu viens d'en parler, on va aborder ça, parce que le manque de tableaux, tellement que tu vends et que tu as beaucoup de demandes aussi, là, tu fais pas un tableau par année, ça veut tout dire. Ça veut dire beaucoup. C'est un gage de confiance envers ton travail. Un gage de confiance et les gens qui me font confiance. Parce que commander une toile, il faut que tu aies confiance en l'artiste. Et je pense que j'aspire à ça. Et je suis pas le genre d'artiste qui va... Tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui vont dire « Ah non, il faut que ça soit... il faut changer ça et ça. » Moi, je suis flexible. J'ai toujours été flexible. Si les gens ils veulent faire un ajout, mais je leur dis d'avance. Tant qu'ils vont pas être contents, je vais retoucher la toile. C'est pas un problème. L'inspiration, ça arrive comment dans ton cas? Est-ce qu'on peut comparer ça un peu à un écrivain? Tu as des écrivains qui doivent se lever la nuit, tu en as d'autres qui sont plus disciplinés et qui écrivent de 8 à 4 ou de 9 à 5. Ouais. Parce que je sais que dans ton cas, tu fais de la méditation puis tout ça, puis ça t'amène à être inspiré. Tout à fait. Mais ça se passe comment dans ton cas, l'inspiration? Parce que tu dois produire. Moi, j'ai ouvert ma propre galerie, c'était pour rencontrer les gens. Et quand je rencontre les gens qui sont hyper contents de leur toile et tout, je leur dis, c'est ça qui me fait continuer. C'est ça ma motivation. Okay. Parce que je vais faire des commandes surtout avec les gens et c'est avec leur énergie. C'est ça qui me fait continuer. Parce que j'ai adoré mon agent, mais je ne pouvais pas être enfermée 7 jours par semaine pour rencontrer les gens. Moi, j'ai toujours travaillé avec le public. Je suis une fille de public. Alors, c'est comme super important. Mais la création, c'est un truc de tous les jours. C'est des fois, c'est Est-ce que tu ressens une fatigue parfois? Parce que tu me confiais qu'il faut être discipliné, il faut être en forme pour être artiste peintre, mais parfois tu as une certaine fatigue, ne serait-ce que psychologique. Bien, je me rends compte si je ne prends pas de vacances, parce que c'est très difficile pour moi d'être au Canada et de ne pas peindre. Je ne peux pas être ici en vacances. J'ai essayé un jour de... le lundi, je ne vais pas travailler, mais j'ai le goût de peindre. Je ne vais pas m'arrêter de peindre parce que j'ai le goût. Alors moi, il faut que je parte en voyage, puis c'est là que je me ressource.
Mais sinon, j'ai toujours le goût de peindre. C'est incroyable. Je suis vraiment chanceuse d'avoir l'inspiration tout le temps. Tu te vois où dans 15 ans? Ah, je peux pas attendre de voir, pas à propos de l'âge, mais de voir qu'est-ce qui va sortir de moi dans 10 ans, 15 ans. Parce qu'on n'a pas de retraite. Tu as évolué dans ton style, dans ton approche. Ouais. Parce que l'important, c'est de m'amuser. Tu regardes des anciennes toiles que tu as produites, est-ce que ça arrive? Tu te dis, bon, mon Dieu, c'était ordinaire, je ferais mieux aujourd'hui? Oui, ça arrive, mais ça arrive que c'était flyé déjà au moment. Ouais. Et je me dis, my God, c'est moi qui ai fait ça. Mais c'est intéressant de voir l'évolution. Ça évolue incroyable. Parlant de flyer, tu pourras nous dire si c'est un préjugé, est-ce que c'est vrai ou faux sur les artistes peintres, comme disons dans ton cas, toi tu es bien placé pour en parler. Est-ce que c'est vrai qu'on vit au jour le jour, qu'on a l'esprit bohème comme un oiseau, ou c'est un préjugé ça sur les artistes peintres? Ben écoute, ça fait partie de moi, c'est clair, mais à un moment donné, tu veux pas travailler tout le temps puis que tu sois stressé parce que tu dois payer ton loyer, tu dois payer tout. Alors moi, aujourd'hui, j'essaie d'avoir une balance, mais je vis au jour pour le jour. Puis je suis pas inquiète parce que j'ai confiance en mon art aussi. Puis la demande est là. C'est pas évident de faire ton nom dans les artistes peintres, les nouveaux artistes qui arrivent, puis il y a tellement de talent au Québec et tout. C'est pas évident de faire ton nom parce qu'il y en a tellement. Moi, j'ai été chanceuse de me faire connaître par les galeries qui me représentent et tout, grâce à mon agent aussi que j'ai eu. À quel moment un artiste peintre peut-il dire « mes preuves sont faites » ? Oh, c'est une bonne question. Moi, je prends rien pour acquis. Et t'es une vraie artiste. Je prends rien pour acquis et j'ai tellement confiance en mon évolution que je suis pas inquiète. La façon que les gens aiment mon travail, quand ils me rencontrent, il y en a qui pleuraient, là, de dire « Ah, c'est un vrai Nico », puis ça... C'est fou les événements que j'ai eus et tout au fil du temps. Et là, je vais peindre en direct à Montréal avec Beauchamp le 18 juin. Ah, ça, c'est ton événement? Oui, c'est la première fois que je vais peindre à Montréal en direct avec la Galerie Beauchamp. C'est 62 rue Saint-Paul dans le Vieux-Montréal, le 18 juin. T'as bien hâte, ça, c'est certain. Ben, c'est parce que Beauchamp, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, mais c'est presque la première fois qu'on a un truc en direct à Montréal. On va mettre tous les artistes dans le même panier. Est-ce que les artistes sont plus sensitifs et sensibles? Je crois que oui. Pour aller chercher tout part de notre intérieur. C'est ça. Ouais. Poser la question, c'est y répondre. Je voulais entendre ta réponse là-dessus. Tu es d'accord avec ça? Je suis très d'accord avec ça, mais moi, je pense qu'il faut mettre la sensibilité de côté quand on arrive aux critiques. Parce que quand quelqu'un arrive dans ma galerie, ils vont dire « je n'aime pas ça », je dis « wow, c'est intéressant que vous n'aimez pas ça, parce que j'entends juste que vous aimez ça. » Dites-moi alors, pourquoi. je suis comme contente. Et là, je rentre dans la discussion. « Mais qu'est-ce que vous n'aimez pas? » Et là, ils se promènent puis ils disent « Ah, mais je commence à aimer ça, c'est fort intéressant. » Parce d'entendre toujours que c'est beau, moi, j'aime ce que je fais. La routine, une journée typique de ta routine, une journée que ça va bien, pour une artiste peintre comme toi, Nico, c'est quoi? Tu te lèves à quelle heure? Puis c'est quoi moi, ton rituel? Tu dois avoir un certain rituel, veux pas? Pardon, oui, tout à fait. Je médite tous les matins. Je fais le yoga presque tous les jours. Je médite 2 fois par jour. Je mange bien, j'ai pas le choix, ça me prend un café le matin. Et quand c'est une journée sérieuse et les cheveux sont attachés, j'ai le bandeau, faut pas qu'il y ait une couette, le tablier et tout. Et tu manges de la pizza le matin? Ça, tu disais? C'est ce matin parce que j'étais dans la petite Italie. Puis il n'y a pas grand-chose à déjeuner. Et j'ai dit, je m'en vais me faire interviewer. Il y a pas de, je peux pas manger. On peut pas parler avec la bouche pleine. Alors j'ai mangé une pizza ce matin. Puis là, après ça, tu te mets à l'œuvre. Un coup que ton setup est fait, oui. Tu te sens bien. J'aime ça quand je ferme le cellulaire, parce que je peins à Montréal dans mon atelier. Puis là, tu peux faire ça combien d'heures? Une journée que ça va bien. Une bonne journée, c'est 4 heures. 4 heures, c'est une bonne journée de peinture. Oui, c'est ça. J'adore ça. L'inspiration est là. Moi, une chose que tu as dite, qui est venue me chercher, j'ai aimé ça. Quoi? Tu m'as dit, je fais une toile qui fait du bien. Ah oui? Tu m'as dit ça, tu vois que j'écoute quand tu parles. Tu m'as dit ça, puis j'ai beaucoup apprécié ce commentaire-là. Ça veut tout dire dans ce que tu produis. Pour toi, c'est important, ça? Ah oui. C'est parce que tu dépasses. Tu vas dans des zones que tu t'attendais pas à aller. Parce que moi, je travaille très spontané. Alors, c'est pas calculé qu'est-ce que je vais faire, comment je vais commencer. C'est comme laisser aller. C'est comme ça que j'ai appris d'ailleurs. Oui. Et quand je parle que je me suis dépassée, c'est que ça va quelque part que je veux y aller, mais je sais pas comment je vais y aller et c'était pas prévu.
Mais ça me fait continuer pour continuer mon travail quand je fais des trucs qui sortent de l'ordinaire et tout. Et la compétition est forte et parfois il y a des gens qui sont pas nécessairement loyaux. Ils ne sont pas honnêtes tellement. Donc, il y a beaucoup de secrets d'artistes. Et toi, tu en fais partie, je crois. Tu as vécu une expérience où on t'a volé tes idées, où on a copié tes tableaux. Ouais. Donc, quand c'est le temps de donner des conseils ou d'enseigner, ça peut être particulier. Oui, j'ai quelqu'un qui c'était vraiment similaire à ce que je faisais, il y a une couple d'années. Et j'ai écrit le nom du gars parce que même les galeristes, ils m'en parlaient et tout. Et finalement, j'ai eu un appel du gars, ça fait pas quelques mois. Il s'est excusé parce qu'il dit oui, j'essaie de te copier. Et j'étais super contente parce que c'était un dossier qui était sur mes épaules. Puis que... Mais c'est comme un hommage parce que des fois, il y en a qui vont me copier, puis c'est comme, ils sont tout contents. Mais je trouve que ça. Moi, j'ai de la misère à me copier moi-même. Les gens qui prennent tes idées, ça peut être frustrant. Il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a dit ça, moi, je me suis fait prendre des idées. Ouais. Dis-toi que c'est parce que tu as bien fait la chose qu'on te copie. Oui, c'est tout à fait normal. Mais j'ai des secrets que je ne peux pas dévoiler. J'ai enseigné à des enfants, il y a des adultes qui veulent que je leur donne des cours. J'aimerais ça, mais il y a des trucs qu'après toutes les années de travail incroyablement fort, que j'ai de la misère à dévoiler mes secrets, puis en même temps, je pourrais les dévoiler parce que chacun a son style quand il commence à peindre. Oui, c'est ça. C'est clair. C'est quoi faire un splash? Mais un splash, pour moi, c'est quand je peux salir tout ce qu'il y a autour et je m'éclate et je splash avec des textures et de l'eau. Et souvent, je vais partir la créativité à partir de ça. OK. Ouais. C'est Et la des fois, base. je prends les respirations, je monte dans une échelle. C'est très puissant pour moi de... Et comme tous les powerful. artistes, les émotions fortes vont te guider vers une œuvre. Exactement. Par exemple, tu vis une frustration, il Ouais. est arrivé quelque chose, la toile, elle va payer pour ça, mais au long terme, elle va payer aussi parce que ça va donner un bon résultat, n'est-ce pas? Oui, moi, je Ça, lâche pas la toile. Je vais la mettre de côté. Comme un musicien. Oui, c'est ça. Non, Mais je ne vais pas la lâcher, la toile. OK. Puis je me dis à la fin, c'est tellement difficile sur cette toile-là, parce que c'est pas toujours facile, notre métier. C'est bien beau avoir l'inspiration, mais c'est pas toujours facile. Alors je me dis, quand ça va pas, la toile elle va être super belle à la fin. Même si ça prend des mois, je m'en fous, je vais travailler. Je la mets de côté. À un moment donné, je suis prête à y aller. J'en fais plusieurs toiles en même temps. Point de vue marketing, quel truc tu donnes? Parce que tu m'as confié que pour toi, c'est un petit peu frustrant de voir des artistes talentueux qui n'arrivent pas à vendre. Mais tu donnes quoi comme truc pour faire avancer sa cause? Ben moi, je donnerais comme truc. Moi, je me suis toujours... je travaille dans la vente toute ma vie, ça m'a aidé beaucoup. Ouais, Mais c'est il ça. faut se montrer, importe où, montrez-vous et d'avoir des commentaires des gens, moi, ça m'a fait beaucoup évoluer, grandir Ouais. dans le métier. Mais il faut se montrer, importe, va cogner à des galeries, C'est ça. il faut se montrer sur les réseaux et pas avoir peur d'être qui on est, avec notre style, et de croire en soi. C'est pas seulement une question de, oui, c'est pas seulement une question de passion et de talent. Est-ce que pour peindre, on pourrait dire que tu l'as ou tu ne l'as pas? La même question que j'ai posée tantôt à Christine. Est-ce qu'on Il faut l'a ou avoir l'a? le désir. Moi, je demande aux gens, ils aimeraient ça prendre des cours. Est-ce que tu veux vraiment, tu veux peindre? Si Tu peux t'as être pas de talentueux puis tu seras pas bon parce que ça te tente pas. Ouais, mais moi, qu'est-ce que j'aime pas entendre, c'est je peux pas dessiner. Je suis pas capable de dessiner, je suis pas capable de faire un. Mais Ouais, ça mais veut as-tu rien essayé? dire. Ouais, mais c'est ça, C'est parce ça. que Picasso, un jour, je suis arrivée à des cours de dessin, et le gars, il me montre un truc. J'ai dit, mais il me cache, il me montre juste un petit truc de dessin. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Puis après, il me montre que c'était Picasso. Wow. Alors, ça m'a touchée. Alors, tu peux pas dire que je suis capable de juste faire des bâtons d'allumettes, là. Je crois pas à ça. As-tu C'est un des- désir, il faut y aller. As-tu déjà été à court d'inspiration, un peu comme le syndrome de la page blanche pour l'écrivain? Oui. Oui, et ça a perduré quelques jours? C'est là que je vais faire les splashs. OK. Ça défoule. En une phrase, ta plus grande fierté, est-ce que c'est ta longévité? D'avoir été si longtemps dans le métier? Parce que là, je te souffle une réponse, mais c'est quoi ta plus grande fierté? En une phrase? Ma fierté, c'est de réussir à peindre puis de faire ce que j'aime. Puis je suis émotive parce que c'est pas tous les artistes. Je suis vraiment chanceuse de pouvoir vivre de mon métier. Excusez. Ma mère serait très fière de moi aujourd'hui. Elle est décédée, ça fait pas longtemps. Bon, ben, nos condoléances, Nico. Allez, J'aimerais là. que tu me donnes ta définition de la passion professionnelle dans ton cas. C'est quoi ta définition en une phrase de la passion professionnelle? Parce que je pourrais te donner la mienne. D'accord. Moi, ma passion, je dis toujours, Oui. c'est pas le Stevie Ray Show. Je suis pas là pour me mettre à l'avant-plan. C'est sûr que je dirige le navire. Je Oui. dois donner une prestation qui tient la route.
Mais moi, c'est de poser des questions. D'accord. J'ai encore des cassettes, j'avais 8, 9 ans, 10 ans, et je posais des questions déjà aux gens. J'ai ça, moi j'ai la passion de la caméra. Mais toi, ta définition de la passion professionnelle, dans ton cas, c'est de peindre. Mais c'est quoi ta définition? C'est d'aimer ça autant aujourd'hui. C'est difficile à définir. Oui, c'est très difficile. Mais c'est d'avoir autant de goût de peindre après 25 ans et plus. Je ne crois pas moi-même, je ne comprends pas comment ça que j'ai autant cette passion-là. Et de rencontrer les gens qui sont si contents de voir leur tableau, pour moi, c'est un être son propre patron, est-ce que c'est un gros avantage? Oui et non. Ah, tu me surprends? Ben parce que des fois, je me dis, je travaille toujours dans ma tête. OK. Et je suis autonome, alors j'étais très insécure avant. OK. Et l'avantage, c'est qu'à un moment donné, est-ce que j'ai vraiment peint beaucoup d'heures cette semaine et j'écrivais mes heures dans un calendrier pour être sûr que je fais un minimum d'heures. Parce que pour moi, c'est comme, OK, j'aime faire tout en même temps, j'aime tout faire dans la vie, alors ça prend une discipline, quoi. Pourquoi l'abstrait et non pas le portrait? Ben, j'ai fait beaucoup de portraits avant. OK. C'est parce que l'abstrait, je trouve qu'il y a une recherche et à partir de l'abstrait, je vais former le visage et des fois, je les garde abstraits quand même. Ouais. Je fais beaucoup d'abstraits de plus en plus. Je pense que les plus grands artistes ont fait tout l'abstrait vers la fin ou je sais pas quoi, mais mon visage va toujours être là quand même. J'aimerais que tu me nommes certaines des œuvres qui t'ont marqué par des personnages, des artistes des siècles derniers. Tu pourrais me répondre la Joconde, mais tu te dis ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre à mon goût. Tu pourrais m'en nommer une ou deux, peu importe l'artiste, peu importe le siècle, mais qui t'ont marqué. Tu as dit ça, parce que c'est sûr, toi, tu aimes Andy Warhol. Un peu. Mais tu aurais sûrement un artiste ou deux. Basquiat, ouais. Picasso, c'est sûr. Quand je suis allée à l'expo de Picasso, je me rappelle plus où j'étais en Europe, mais j'avais les larmes aux yeux. Ça vient me chercher parce que j'ai été étudiée à Malaga, à l'école de Picasso, dans la maison où il vivait, pour la langue espagnole, pas pour la peinture. Ouais. Mais c'est pareil comme si j'avais vécu dans la maison de Picasso. Y a-tu un moment particulier, peut-être un événement, où tu as compris, réalisé que pour toi, ce serait la peinture, ce serait de peindre pour ta vie? Y a-tu un moment particulier, tu as dit, là, je le sais, là, c'est ça? Il y a 25-30 ans. Dès le départ. Oui. Dès le départ, je me suis dit, parce qu'il y a toujours ce truc qu'on dit, les artistes, c'est pauvre, les artistes. Mais moi, dès que j'ai commencé, je me suis dit, je vais bien vivre de ma peinture. Alors, j'allais chercher tous les contrats à partir d'une photo de bébé, un Harley Davidson. Wow. Je ne savais pas comment j'allais m'en sortir, mais j'ai dit, c'est des commandes, je vais arriver à le faire pour en vivre de ça. J'allais danser, quand je terminais un contrat, j'ai dit non, là, je peux aller danser. J'étais très disciplinée pour ça. Donc, avant la pause, dernière petite question, tu es d'accord avec moi que ceux qui réussissent n'ont pas nécessairement de plan B? Parce que le plan B est synonyme d'échec. Tu sais, je vais me lancer dans telle sphère, mais si ça ne marche pas, ben, j'ai ma job au Subway qui m'attend. Ça ne fonctionne pas. Parce que toi, tu as foncé. Oui, mais ça n'a pas été facile là, au début. Là. Non, c'est sûr. Les dernières travails, après les vêtements, j'ai travaillé dans les restos et je vendais mes tableaux en même temps. Parce qu'au début, tu avais ton forfait 2 toiles pour 25 $, c'est ça? Au début de ma carrière, je peignais des petits 5 par 7. Et vu que j'étais connue dans l'industrie du vêtement sur Chabanel et tout ça, mais j'arrivais aux gens puis je leur disais, il faut que vous m'achetez ça. Et je ne disais pas que j'avais de la misère à manger, mais je vendais 2 pour 50, je faisais des deals. 2 pour 50, OK. Oui, quand même. Là, on parle de 1990 environ. Je sais pas, j'ai perdu le temps. Oui. Et là, ça m'aidait à me motiver pour continuer à vendre et tout. Les gens sont contents aujourd'hui. Nico, on va prendre une petite pause. Ça ne sera pas tellement long. Okay. On a beaucoup de plaisir. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenée, situé au 1400 rue Yves-Blais. Très belle ambiance qui vous attend ici sur place. Nous sommes en conversation avec une artiste peintre qui a beaucoup de métiers, Nico Mathieu. Parlons maintenant de mieux-être, puisque c'est ce que vous offre notre partenaire Happy Buddha, le centre du bonheur pour une super gamme de soins pour le corps et l'esprit et pour optimiser et refaire ses énergies. On s'occupe de vous notamment avec ce qu'on appelle les soins formation Access Bar pour le déblocage énergétique et le drainage lympho-énergétique. Donc, faites-vous une faveur. Happy Buddha, le centre du bonheur pour s'offrir une vie meilleure et pour faire le plein d'énergie complet, un ressourcement parfait. C'est une très belle expérience que je vous recommande. Donc, Happy Buddha, le centre du bonheur,
bonheur pour les meilleurs soins énergétiques, un endroit magique. Dans le 514, c'est le 217 54 75. Je vous parle maintenant d'un garage tout à fait particulier, soit Samoto, c'est situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Un garage dont la réputation n'est plus à refaire, la confiance règne, le travail est bien fait, on ne va pas vous changer des pièces pour rien. Le respect du client, c'est très important chez Samoto. Il y a de longues années d'expérience et de longues explications vous attendent sur place. Ce sont les tops de la mécanique et du débosselage, donc Samoto, 1133 Notre-Dame à Repentigny. Nico, on poursuit? Oui. Il ne reste plus tellement de temps. Est-ce que c'est un must que son lieu de travail soit combiné à son lieu de vie? Faut-il vivre absolument dans un endroit particulier pour être artiste, peintre, pour avoir une inspiration favorisée? Moi, je soupçonne que la réponse c'est oui. Je te pose la question. C'est une bonne question. Parce que moi, j'aime vivre avec mes toiles. C'est pour ça que j'habite à 2 endroits. Parce que dans les Laurentides, à Saint-Saul, j'ai ma galerie d'art, que je travaille des heures régulières. Et je peins à Montréal parce que j'aime que mes tableaux soient là le matin, le soir. Chez moi, je vais peindre tard, oui. Matin, le soir, tandis qu'à la galerie, je vais, quand c'est bien le temps de fermer. Okay. Ouais. Qu'est-ce qui fait une toile, une œuvre réussie pour Nico? Oui, une œuvre réussie, c'est quand... Que tu termines, tu dis là, je suis satisfaite. Ouais. Parce que Léonard de Vinci disait toujours, c'est pour ça que ça a pris 4 ans à faire la Joconde, et je suis d'accord avec ça, spécialement pour les écrivains. Une œuvre n'est jamais terminée. Tu peux rajouter une phrase, tu peux rajouter une couleur. Oui, mais à quel moment, pour toi, tu dis là, je suis satisfait, c'est réussi, c'est parfait? À quel moment? Oui, c'est bien. C'est quand je fais le tour de la toile, j'examine toutes les parties de la toile et que je n'arrive plus à ajouter quelque chose. Et là, je me dis, OK, c'est assez. Parce que souvent, tu peux aller trop loin dans la toile, il faut savoir quand s'arrêter aussi. Oui, c'est ça. Parce que des fois, ce que je veux dire. Les toiles, des fois, qui ont pris le moins de temps, t'as été inspiré, c'est super beau. Est-ce que tu gaspilles fréquemment des toiles? Non, jamais. Jamais? Non, Quand jamais. tu commences, tu vas finir. Il y a Non, pas de... je vais la mettre de côté, mais je vais retourner à la toile. Okay. Parce que je médite dessus les tableaux que je vois et quand je suis prête, je dis, OK, ça va là. Si tu devais définir ton style en une phrase, ce serait laquelle? On sait que tu fais de l'abstrait, mais plus personnalisé, tu dis quoi? Ben, c'est très moderne, ça va partout. C'est difficile à dire. Je trouve que je suis unique. C'est bien ça. En rétrospective, peu importe les résultats ailleurs dans ta vie, dans les autres sphères de ta vie, Oui. Ta profession, ta passion ont fait que ta vie a été un délice et une vie satisfaisante, veux pas. Totalement. Tu aurais pu te divorcer 4 fois, tu J'ai aurais pas pu le vivre temps. n'importe quoi. Moi, je vis pour mon art. C'est ça. Et mon chien, je vis pour mon art. c'est C'est un chien? incroyable. Moi, j'ai mon chien. Quelle- Je l'emmène toujours quelle avec moi race? pour peindre. C'est un petit chien japonais, Koji, un Shiba Inu. Il fait partie de ma vie. Des fois, je ne veux pas l'emmener avec moi, mais je dois peindre avec mon chien. Alors, c'est important. Et la famille m'aide beaucoup. Ils m'ont toujours admiré, ils m'ont supporté. Je leur demande les avis avec les nouvelles créations. Mon frère, c'était mon plus grand fan dans ma famille qui est décédé. Il peignait quand j'étais petite. C'était incroyable. Ouais. Est-ce que ça coûte cher en matériaux, peindre, parce que c'est comme n'importe quoi, ça a beaucoup augmenté? Est-ce qu'au final, ça finit par coûter cher, tout ça? Ça va, oui, ça va. C'est Les types de tellement pinceaux, puis tout ça. augmenté. Tout. Puis il n'y a pas de limite. Tu peux acheter un pinceau à 100 $. Puis des fois, quand je fais une vente, j'aime me gâter, je vais acheter des nouveaux pinceaux. Mais ça coûte cher, les pinceaux? Est-ce que ça dure Ben, il y en longtemps, un a pinceau? à tous les prix, hein? Ouais. Il y en a qui sont... Parce que chaque pinceau, pour moi, un pinceau va faire ci, l'autre Ouais, pinceau c'est va ça. faire cet effet-là. C'est tout programmé, lui fait ça, ils sont tout importants, mes pinceaux, c'est comme ma famille. Étant donné que c'est un métier qui est difficile, autant au niveau des ventes que pour être reconnu, est-ce que tu Très représentes difficile. l'exception qui confirme la règle? Beaucoup d'appelés, peu d'élus, malheureusement. Ben, je pense que je suis une privilégiée et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes au Québec qui vivent aussi bien Ben, c'est que comme la moi, chanson, c'est malheureusement. comme l'écriture. Tu vas écrire un bouquin, mais ça ne veut pas dire que tu vas faire de l'argent. Ouais. Puis, Mais il faut y croire, il ne faut pas lâcher. ça. Moi, Faut aimer ça. j'innove tout le temps. Ouais. Je cherche des nouvelles idées, je vais aller visiter les galeries. C'est important de se faire confiance et de juste peindre. En terminant, quelques questions rafales. Tu me réponds par un nom, un mot ou une phrase. Quelques virgules, mais on va condenser nos réponses. Après tant d'efforts, Oui. à différents points de vue, le plus satisfaisant pour toi, est-ce que ça a été la reconnaissance professionnelle
ou l'argent au final, mais le plus satisfaisant de tes 20 ans professionnels, tu dis quoi en une phrase? La reconnaissance. Oui, c'est ça. Ah, hein? tout à fait. Tout à fait. C'est sûr que ça fait du bien quand on se fait dire qu'on est bon, parce que l'argent, quelque part, c'est secondaire. Oui. Puis de bien vivre, de dire que je peux manger ce que je veux, la voiture que je veux, petit pied à terre ici, petit pied à terre là. Moi, du moment que je peux être en forme, faire mon yoga, méditer et peindre, that's it. Étant donné que tu excelles comme artiste peintre, est-ce que tu es bonne aussi dans d'autres sphères manuelles? Les travaux, du bricolage? Pas dans le ménage. Non. J'ai pas le temps de faire Non, du ménage. ça j'imagine. J'ai vraiment pas le temps. Ça doit être un beau gâchis par moment. Parce que je beurre tout partout où je passe. Alors, puis je m'en fous, moi, c'est de peindre. Alors, c'est quoi la question? Tu dois être bon dans toutes sortes de choses Ben, manuelles, le bricolage par exemple, non? Pas vraiment. Et moi, je voulais chanter, alors je suis devenue artiste parce que je pouvais pas chanter. J'ai pris des cours de chant encore dernièrement. Il n'y avait rien à faire, quoi? Mais ça fait tellement de bien, mais je vais passer mon tour. Pour aller voir Mélissa? Oui, j'y ai Elle est pensé excellente. tout à l'heure. Elle sera des nôtres dans 2 semaines. As-tu d'autres passions régulières D'autres passions? que tu vis au quotidien? Ben là, c'est de faire ma ligne de t-shirts sans vient. Oui, ça va Puis être bon. on va faire des impressions sur les t-shirts. Ça commence ce week-end, je vous dirais. Et je fais des ajouts sur les t-shirts, la peinture à la main, sur les jeans. Ok. Les gens portent leurs jeans, je leur fais un truc fort intéressant. Donc- ça m'amuse beaucoup parce que j'étais dans les vêtements toute ma Oui. vie. Donc, vivre de sa passion n'a pas de prix. Il n'y a pas de prix, C'est ça, hein? c'est clair. Et C'est tu, clair. je te soupçonne d'être très autocritique, spécialement dans tes œuvres. Es-tu une perfectionniste exigeante? J'ai de la flexibilité avec moi-même, mais quand c'est pas à point, je vais pas m'en passer une vite Oui. de dire il manque ça. Si je suis pas satisfaite, je vais pas lâcher la toile. Alors, je pense que oui. Ce qui intrigue les gens dans ton métier, quand on te pose des questions, c'est quoi en premier qui revient toujours? Pourquoi les lèvres? Les lèvres. Ok. Pourquoi les lèvres? Alors, un jour, j'ai une expo en Floride et il y a 2 Américains qui me disent mais pourquoi les lèvres? Et là, je l'ai tellement entendu, alors je regarde le gars et je lui dis I love kissing. Alors, le gars, il s'est tué et ça finit là. On pourrait montrer 2 des œuvres oui. que tu as faites, que tu as apportées. D'accord. C'est vraiment... Ça, c'est inspiration à la Picasso. Tu peux me la passer ici. Ça fait un goût, mais j'adore le côté On va essayer complètement... d'éviter les reflets. Non, c'est vraiment beau. c'est différent, c'est inspiration à la Picasso. Ça, c'est comme une reproduction. C'est une reproduction sur plexiglas, oui. OK. Oui, tout à fait. Puis l'autre, Et j'ai maintenant? un autre qui est très nouveau, qui me fait beaucoup de bien à faire. C'est abstrait sur œuvre sur papier, abstrait, encadré entre 2 Ah, ben vitres. oui, c'est différent. Et c'est très, très intéressant. C'est très Ça, cool ça de prend peindre combien sur de le temps papier. pour toi faire une œuvre comme celle-là? Ben, ça dépend de C'est difficile à dire. l'inspiration. Ouais. Des fois, c'est les traits qui fonctionnent, des fois, c'est plus long. C'est 25 ans d'expérience, hein, qu'on dit c'est combien ça. de temps pour faire une toile. Je trouve que c'est l'expérience et comment tu vas Et faire. Salvatore Dali dans tout ça? Oui, j'ai déjà fait Des inspiration. influences? Ouais, au début Tu de ma l'aimais? carrière, oui. Ouais. Ouais. La dernière question, avant de donner tiens, un conseil aux jeunes Oui. qui se sentent inspirés par ce que tu as dit. À titre biographique, si ta toile, ta vie était représentée par une toile, on y verrait quoi? Oh là là. Réponds-moi pas des lèvres. Vas-y, aller plus loin que ça. Mais c'est de voir le visage que tu te demandes, le visage, il est où, parmi l'abstrait. Ok. Tu Il dis, y en a quelques-unes œuvres comme je peux dire, wow, ok. tu dis quoi aux jeunes qui, comme toi, sont dans le même domaine, mais qui parfois sont un petit peu découragés? Oui, d'accord. Tu leur dis quoi? Mais je leur dis que vous avez votre style en partant, même si on pense qu'on n'a pas notre style, chacun a leur style, C'est ça. et de suivre cette voie-là. Tout le monde a son style, je le vois quand j'ai donné des cours. Que ça soit un trait ou ci et ça, je leur dis, essayez pas de faire autre chose, vas-y dans ce que vous aimez faire. Travaille tes forces. Oui, parce que les gens vont essayer toutes sortes de sujets, c'est pas nécessaire. Moi, j'aime ce que je tu reste dis. dans le même créneau et c'est pas nécessaire de changer. Le visage, les gens vont dire tes tableaux se ressemblent, mais mon visage ne veut pas partir. Ça veut dire, tant que je suis pas tannée de faire ça, C'est ça. ça veut dire qu'il reste mon visage puis il change, mais Bon, ben, c'est présent. Nico, Mathieu, moi j'ai appris des choses aujourd'hui. J'espère, j'en suis bien certain que les gens ont apprécié.
Merci de ta présence à l'émission. Longue vie à toi et surtout à ta passion qui semble inépuisable. C'était un plaisir de t'interviewer et on va sûrement se revoir. Reste avec moi, on a presque terminé. Merci, Stevie. Ça fait un plaisir, Nico. Je vous parle maintenant du centre d'imagerie Pixel, que l'on surnomme, et pour cause, l'incontournable quand on parle d'imprimerie, de graphisme. C'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est pas tellement difficile à trouver. C'est en face de l'ancienne marina de Repentigny. C'est au 351 Notre-Dame à Repentigny. C'est un service varié, très professionnel qui vous attend. Je vous donne le numéro de téléphone immédiatement dans le 450, le 654-9944. Donc, Pixel, un centre d'imagerie tout à fait particulier que l'on surnomme l'incontournable et pour cause. Et merci également à un de nos partenaires ici, soit le Classic Gym qui est situé aux 2 place Yvon Plourde à Charlemagne. Merci à nos 2 invités, Christine Turcot et Nico Mathieu. Merci d'avoir été des nôtres. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.